La Cité européenne des scénaristes présente... La fiction, c'est compensatoire. Quels sont les éléments finalement à l'intérieur d'un projet qui vont se compenser entre eux ? Il y a un endroit où tu vas perdre un peu peut-être en termes d'audience, mais en même temps, tu vas être dans un geste éditorial qui est ta chaîne. Dans l'analyse d'un projet, tu joues tout le temps avec tous les curseurs. C'est ce qui fait qu'on en refuse beaucoup et parfois on va s'engager sur une proposition. Canal+ et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. Au regard du nombre de séries, ce qui fait qu'on émerge si on n'a pas des moyens de communication monstrueux, c'est le pitch en fait. C'est comment la série va se raconter en une demi-phrase. Et je parle pas de high concept, je parle d'un truc qui retient l'œil dans la thématique ou dans la proposition. Leur métier, sélectionner puis accompagner le développement de fiction originale française côté diffuseur. Dans ce 43e numéro de l'émission, la parole est à des responsables des fictions originales du groupe Canal+. Quel est leur rapport au scénario ? À L3, mes invités du jour travaillent respectivement sur la création originale, donc Parents Noirs, La Flamme, Hippocrate, Validé ou encore dernièrement Empathie et Les Sentinelles, sur OCS, devenu Ciné+ OCS, donc l'opéra, Aspergirl, Irresponsable, HP, Jeune Égalerie ou encore prochainement La Famille Rose, et sur la récréation originale, à savoir l'animation jeunesse, donc Comment ratatiner, Qui dit Doc, Caléou ou encore prochainement Qui est Hi. Je laisse mes invités se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais d'abord, et comme d'habitude, un peu de contexte pour bien comprendre l'échange du jour. Avancez dans l'épisode si vous connaissez déjà. Après notre premier épisode consacré aux diffuseurs où l'on rencontrait il y a un an le service fiction du groupe TF1, c'est au tour donc du groupe Canal+ de venir à nos micros. Cette fois, nous ne recevons pas l'ensemble des équipes, donc les chargés de programme et leurs responsables, mais seulement les responsables, ce qui va nous permettre de couvrir 3 des 4 labels de fiction originale proposés par le groupe Canal+ et que je viens de citer. La création originale, la Créa O pour les intimes, destinée à leur fiction premium. OCS, devenu Ciné+ OCS suite au rachat de la chaîne par le groupe Canal, destinée cette fois à leur fiction dite à budget maîtrisé, donc intermédiaire en termes de coût. Et l'animation jeunesse destinée à leur fiction pour enfants. Suite à un empêchement de dernière minute, manquera seulement à l'appel aujourd'hui un représentant du 4e et dernier label de fiction originale du groupe Canal, à savoir Canal+ Signature, créé fin 2024 et rassemblant à la fois ce qu'on appelait la création décalée ainsi que Studio Bagel, ce qui donne le label de Canal aux formats les plus soit courts, soit laboratoires, rassemblant notamment les séries L'Effondrement, Fleur Bleue ou encore dernièrement Loup-Garou. Donc voilà, seul cet espace assez particulier de la fiction Canal ne sera pas traité aujourd'hui. Et donc, pour bien délimiter le périmètre de la discussion du jour, j'insiste que nous nous concentrons, comme avec TF1, seulement sur la diffusion de créations originales du groupe, destinées en premier lieu à ces chaînes. Il ne sera donc pas question aujourd'hui des activités du groupe Canal+ en termes de cinéma, ainsi on ne traitera pas de production ciné ni de distribution ciné opérée par Studio Canal, et on ne parlera pas non plus de préachat des films de cinéma diffusés dans un second temps sur les chaînes Canal+ ou Ciné+ OCS, suivant la fameuse chronologie des médias. Aujourd'hui donc on parlera essentiellement de séries en fait. Et du coup, si vous souhaitez d'abord vous familiariser avec le vocabulaire et les process propres à l'industrie des séries en France, je vous renvoie, comme souvent, vers notre épisode consacré au coordinateur d'écriture, puisque raconté du point de vue du premier barreau de l'échelle, on va dire, tandis qu'aujourd'hui on grimpe directement au dernier barreau de l'échelle, celui des diffuseurs. Ça va parler pitch, synopsis, dialogué, arche, convention d'écriture, etc. Bref, on va jargonner un peu quoi. Enfin, petit aparté autopromo, je rappelle aux aspirants scénaristes qui nous écoutent que les formations continues S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes proposent désormais certains modules en e-learning. Si vous souhaitez apprendre ou approfondir le métier de scénariste tranquillement chez vous, plus d'infos sur s-com-scénario-sans-accent.com, lien en description. Et maintenant, place à la discussion avec les responsables des fictions originales du groupe Canal+, rencontrés en juin 2025. Dominique Jubin, directrice des fictions françaises de Ciné+ OCS.
C'est une chaîne qui, il y a un peu plus d'1 an, a rapatrié les équipes et les programmes de OCS, notamment donc les fictions originales, les OCS signatures, comme on les appelle, et qui donc sont hébergés aujourd'hui chez Ciné+. Et donc j'ai repris le flambeau de ces programmes-là et je lance de nouveaux programmes. Les séries qui sont sorties, il y a eu Extra qui a été diffusé en janvier, Aspergirl saison 2 qui est diffusée à partir de ce soir. On a également présenté une série qui n'est pas encore diffusée, qui était présentée à Sérimania, qui s'appelle La Famille Rose et qui a eu un prix du meilleur acteur. Morgane Perrolier, directrice adjointe de la création originale Canal+. Derniers projets qui sont sortis. Cimetière indien et Plaine orientale. Nathalie Lefray, je suis directrice du développement des programmes d'animation pour le pôle jeunesse. Les derniers projets, je pense à Comment ratatiner. Il faut savoir aussi qu'on s'adresse à une audience assez large qui couvre de 3 ans à 12 ans. Okay. Et 3 cibles distinctes de 3-6 ans. 6-10 ans et 8-12 ans. Ok, donc c'est quoi? C'est préscolaire, scolaire et je sais plus trop les noms en tête. Exactement, tu as preschool, c'est les 3-5 ans. Okay. Les kids, c'est 6-10 ans. Et puis après, on essaye de rattraper un peu les préados avant qu'ils ne partent définitivement vers des mangas et des la animés. fiction. Ah oui, aussi. Et surtout. Est-ce que vous vous souvenez du premier scénario que vous avez accompagné côté diffuseur et comment vous l'avez vécu, comment c'était? Dominique Jubin, Ciné+ OCS. Alors c'était sans doute pas le tout premier, mais celui dont je me souviens sur la création originale, puisque j'avais travaillé à la création originale il y a longtemps, c'était Engrenage. Ok. Et c'est très intéressant parce que avec Engrenage, c'était le premier marqueur, l'envie de Canal de faire des séries adressées à un public adulte, des séries modernes, des séries avec des personnages complexes, pas forcément positifs. C'était en quelle année, si vous vous souvenez? Début des années 2000, 2002, 2003, Okay. En développement. La série est sortie en 2005. Donc c'est vous dire que ça a pris du temps. Et on a commencé par faire un gros travail documentaire. Enfin, quand je dis on, évidemment, les auteurs avec le producteur, voilà. Mais dans le travail qu'on a fait tous ensemble, ça a commencé par un gros travail documentaire. Et je me souviens avoir assisté à une session d'assises, ce que je n'avais jamais fait, qui se déroulait à ce moment-là et qui n'avait rien à voir avec ce dont on allait parler dans la série, mais pour chacun d'entre nous s'imprégner de... C'est intéressant, même le diffuseur peut aller en documentation, du coup, pas seulement les auteurs. Alors, c'était vraiment parce que c'était les tout débuts, maintenant on n'a plus du tout le temps, malheureusement, de faire ça, mais c'était super en fait, c'était une super expérience. Morgane Perrolier, pour la création originale. De mon côté, c'était Versailles. C'était en 2015. C'était un peu particulier parce que c'est une série de création originale en langue anglaise par des producteurs français, puisqu'il s'agissait de Capadrama à la manœuvre en coproduction avec Ben J. Une série très ambitieuse en termes d'ampleur, de production. Assez nouvelle pour la création originale aussi, puisque c'était une manière de faire de la série historique sans faire de la série patrimoniale. C'était un angle très nouveau sur l'histoire de France, finalement porté par des auteurs anglo-saxons. Donc quelque chose qui visait un peu à dépoussiérer le costume et à avoir une approche très Canal+ de l'histoire. Nathalie Lefray, au sujet de l'animation jeunesse. Et moi, je me souviens aussi du premier développement. C'était l'adaptation d'albums illustrés, une licence qui s'appelle Petit Poilu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un album qui est assez intelligent parce qu'il permet aux enfants qui ne savent pas lire de suivre eux-mêmes le parcours d'un personnage. L'enjeu, en fait, de cette série de 78 épisodes était de conserver ce concept. Et de transposer ça à l'image animée. Absolument. Dans les albums, il y avait énormément de valeurs et de thématiques qui étaient abordées. C'est vraiment assez intelligent et très bien fait. Et dans ces 7 minutes, il fallait réussir à percevoir cette narration visuelle, parce qu'on s'arrêtait au synopsis, il n'y avait pas de script. Quel allait être le rendu? Est-ce que les thématiques allaient être bien portées à travers les émotions du personnage, des protagonistes qu'il allait rencontrer? Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses à mettre en 7 minutes. Donc, je m'en souviens très bien. D'autant plus que c'est un énorme succès, en fait, et ça a vraiment très, très bien fonctionné. C'était pour Canal déjà ou c'était pour un autre diffuseur? C'est pour, à l'époque, c'était Canal+ Family, qui a cessé entre-temps et est devenu maintenant Canal+. C'est bien pour le groupe Canal, je veux dire, c'était voilà, pas dans un autre diffuseur. Oui. Okay. Et moi aussi, c'était 2015, par ailleurs. Quel est votre rapport personnel à la dramaturgie, aux outils de scénario, etc. Dominique Jubin, Ciné+ OCS. Je suis passée par la Fémis à une époque où la dramaturgie n'était pas vraiment beaucoup enseignée. J'ai quand même eu la chance d'avoir un prof qui était très focus là-dessus. Donc c'est vraiment là que j'ai appris les bases de la dramaturgie. Il y avait le parcours série à l'époque déjà ou pas encore? Non, début des années 90. Donc Okay. vraiment, non, c'était très cinéma. Le parcours série, ça date d'une dizaine d'années à peu près et encore. Ce fameux prof nous disait tout le temps, nous arrêtait au bout d'un paragraphe en disant « Mais qu'est-ce que tu veux raconter ?
Qu'est-ce que tu veux raconter? Donc voilà, c'était toujours, il nous ramenait aux fondamentaux de, voilà, c'est quoi le problème de ton personnage? Qu'est-ce que tu veux raconter? C'était du harcèlement, en fait. Les auteurs, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux raconter? Ils l'entendent 10 fois sur un même projet, je pense. Ensuite, je me souviens que j'avais assisté à plusieurs conférences d'Américains. Bob McKee. Ah, McKee. L'inénarrable Bob McKee, Truby, etc. Voilà. Le rapport que j'ai avec ça, c'est effectivement, c'est hyper important d'avoir lu tout ça, de l'avoir digéré. Et puis après, en fait, d'avoir un rapport très spectatrice par rapport à la dramaturgie, de me dire, bah voilà, là, je m'ennuie, là. Et puis après, il y a aussi ce qu'on sait de la chaîne pour laquelle on travaille, son axe éditorial, son besoin de puissance ou de moins de puissance, de rassembler beaucoup de monde ou moins de monde. La question de la dramaturgie et de la manière dont on la travaille est très liée à ça. Morgane Perrollier, pour la création originale. De mon côté, c'est assez similaire en fait à ce qu'a pu exprimer Dom. Je suis passée un peu par le même parcours théorique, donc j'ai fait les mêmes formations. Truby McKee, j'ai commencé aussi en faisant des fiches de lecture, tout simplement en lisant des scénarios et en essayant de décomposer les grandes notions de la dramaturgie de manière un peu scolaire, mais c'est quand même déjà la première approche d'un texte, donc de réfléchir en termes d'arène, en termes de sujet, en termes de thème, en termes de personnages, en termes de concept. Enfin, tu vas finalement réfléchir à ces grandes notions, parfois de manière un peu programmatique. Ça t'aide quand même à analyser, à décortiquer une proposition. Je dis le terme scolaire, mais je pense que c'est assez fondamental de considérer les outils de la dramaturgie comme un logiciel d'analyse, comme un état d'esprit. Souvent, quand j'essaie d'expliquer mon métier, notamment à des gens qui ne le comprennent pas du tout, qui ne le connaissent pas du tout, par exemple mes parents ou ma famille, ils ont l'impression que je lis des scénarios et que je dis que j'aime ou que j'aime pas. Donc déjà, j'essaie d'exprimer que c'est pas le cas. C'est pas j'aime ou j'aime pas. C'est déjà les contraintes éditoriales de Canal+ au sens large. On va y revenir. Les contraintes éditoriales de la création originale. En fait, ce qu'on se dit un peu comme guidelines de ce dont on a besoin, ou plutôt envie d'ailleurs que besoin, parce que on aime raisonner en termes d'envie, d'avoir cette liberté. Et ensuite, quand on a une proposition, très concrètement, c'est de l'analyser sans être dans le jugement de goût, sans réfléchir juste en termes de ce qui me plaît. Parfois, je dois être en mesure de travailler sur des propositions qui ne me plaisent pas forcément à moi, ou j'aurais pas forcément envie de regarder, mais avec un regard technique. C'est ça la dramaturgie, c'est avoir un regard technique sur un texte. Et on a une palette d'outils à notre disposition qui nous permettent de dire à l'intérieur d'une proposition ce qui fonctionne ou pas. C'est ce qui peut sembler un peu opaque ou abstrait pour des gens qui connaissent pas notre métier, mais c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Quand on a une proposition dans les mains, quand un auteur il veut dire bleu, on essaie de trouver la meilleure couleur de bleu possible par rapport à son intention. On va pas dire ah bah tiens je préférais que ce soit rouge. Ou alors on le dit parce que c'est une contrainte éditoriale, mais on essaie plutôt d'aller dans le sens, on va dire, d'une proposition et d'accompagner des équipes artistiques dans le sens de ce qu'ils veulent faire avant tout. On se tape dans la main, on se dit « Ok, on va essayer ensemble ». Et ce faisant, la meilleure façon d'essayer de faire ensemble, c'est aussi de faire appel à la technique, en fait, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment, on est légitime auprès d'un auteur. Un auteur, il a une page blanche devant lui, il crée, il invente un monde. Nous, face à lui, on n'est pas dans la même posture, on ne tient pas le stylo, en fait. On n'invente pas à sa place. Ce qu'on fait, c'est, à partir de ton idée, comment on peut arriver à la meilleure version de ton idée possible pour que toi, t'aies la meilleure série possible, celle que tu veux faire, et qui correspond le mieux à notre éditorial. Okay. Et donc la dramaturgie, c'est le langage commun qui nous lie aux professionnels du métier. Nathalie Lefray, l'animation jeunesse. Effectivement, j'ai aussi suivi ces formations, Truby, McKee, mais au-delà de ça, j'ai aussi une expérience de 25 ans chez les diffuseurs et sur les programmes jeunesse, donc je connais extrêmement bien ces audiences. Ouais. Et mon regard sur la dramaturgie, elle est à hauteur de ces audiences. Donc parfois j'ai 4 ans, parfois j'ai 8 ans, parfois j'en ai 12. T'as reprogrammé ton cerveau pour t'adapter au scénario. Non, mais c'est important parce que effectivement dans cette lecture-là, tu es obligé de penser à qui tu t'adresses. De toute façon, je crois que c'est ma spécificité. Et au-delà de ça, je suis aussi assez vigilante aux personnages et à leur caractérisation. Donc on évite les personnages trop lisses, trop stéréotypés. J'aime bien qu'ils aient des failles, j'aime bien qu'ils soient attachants et qu'ils puissent être un vrai miroir en fait pour les enfants. Pas les personnages parfaits. C'est vrai que c'est un risque pour les enfants de faire des personnages un peu lisses parfois. Ouais. Mais il y en a beaucoup. Et donc c'est plutôt sympa de voir quelqu'un se planter, recommencer. Enfin c'est drôle en plus. Donc c'est important de mettre en avant des figures comme ça qui sont pas parfaites, qui sont pas des super-héros et qui sont surtout hyper attachants. Comment vous définiriez la ligne éditoriale de vos labels de diffusion par rapport aux autres groupes? Donc par rapport, je sais pas, Netflix, Disney, TF1, France TV? Je commence avec Canal+.
Canal+, alors que c'est une chaîne de pay-TV qui existe depuis longtemps, comme tu le sais, dont la spécificité, je dirais, est d'être une chaîne généraliste, donc qui s'appuie sur plusieurs grands piliers éditoriaux. En premier lieu, le cinéma et le sport, qui sont les 2 grands premiers piliers de l'offre de Canal+. Parallèlement à ça, il y a d'autres genres de programmes qui existent, évidemment le documentaire, la jeunesse, la création originale, le divertissement. J'en viens à la ligne éditoriale de la création originale, puisque la création originale est la principale offre de fiction sur la chaîne. Alors il y a aussi les séries d'acquisition. Si on rentre un peu plus dans la logique de grille, la création originale est diffusée le lundi. Les séries d'acquisition étrangères sont diffusées le jeudi. Et donc la ligne éditoriale de la Créao, comme on l'appelle entre nous, aujourd'hui on est entre 6 et 8 séries par an, majoritairement des séries françaises, même si on peut aussi faire des séries de coproduction internationale. Le cœur de notre offre, en fait, c'est avant tout des séries que tu vas pas voir ailleurs, ni sur les chaînes historiques, ni chez les nouveaux entrants, à savoir les plateformes. Donc ça peut sembler un peu théorique de dire ça, mais l'idée est de passer dans les grands genres de la fiction, le polar, le thriller, la romance. Oui, mais avant tout d'avoir une offre différenciante. On n'est pas dans une fiction de case, on est dans une fiction événementielle, on raisonne par le talent, par le fait d'avoir une offre très premium. Ça fait peut-être 20 ans que la création originale existe, je crois. Et elle s'est définie au départ par l'enjeu de faire autrement que ce qu'il y avait, si tu veux, sur les chaînes historiques. TF1, France 2, France 3, qui diffusait énormément de fiction. Quasiment tous les soirs à la télé, t'as du polar. Nos abonnés, ils payent cher pour nous regarder. Donc en fait, quand ils allument leur télé et qu'ils tombent sur une série de Créao Canal, il faut que ce soit différent. Donc l'un des arguments éditoriaux les plus fondamentaux pour nous, ça a été, je pense, le réalisme dans un premier temps, c'est-à-dire avoir une approche peut-être plus crue, plus profonde, plus adéquate au réel. Je pense que quand Dom évoquait Engrenage, Mafiosa ou Braco, on était vraiment dans des propositions qu'on appelle aujourd'hui le cœur noir de la Créao, mais qui sont encore vraies aujourd'hui, même si on les tire un peu vers la nouveauté pour ne jamais se répéter. Mais aujourd'hui, quand tu fais BRI, t'es pas très loin de ce qu'étaient historiquement ces polars. Je crois que ce cœur noir, il est très important parce qu'il dit quelque chose du réel. Et je pense pas que les plateformes aillent à cet endroit-là aujourd'hui encore de réalisme. Ouais, c'est ne pas lisser les choses, autoriser un peu la violence, etc. Si jamais c'est justifié par le projet ou nécessaire, c'est éviter d'être cadré dans quelque chose d'éditorialement trop contraignant, si je comprends bien par rapport à... Je sais pas si je le formulerais comme ça. Je parlerais pas forcément en premier lieu de violence ou de... En fait, le réalisme, c'est pas exactement ça. Le réalisme, c'est avoir le sentiment de soulever un rideau et de rentrer dans un monde auquel tu peux croire, en fait. Donc ça veut dire être dans un régime de crédibilité par rapport aux personnages et aux situations. Donc, quand tu fais le Bureau des légendes, t'as l'impression de rentrer dans le monde absolument et totalement de la DGSE et de l'espionnage français. Quand tu fais Hippocrate, tu rentres dans le monde et la situation de l'hôpital en France aujourd'hui. Quand tu fais Baron Noir, tu rentres au plus haut niveau de la politique française. Donc en fait, c'est ça le réalisme. Éviter le fantasme ou éviter les choses comme ça. C'est une ligne de conduite, c'est un peu un phare dans la nuit. Après, on peut s'autoriser à faire des choses différentes, aller vers des propositions un peu plus popcorn, un peu plus entertainment, aller vers des propositions un peu plus déréalisées. On cite souvent comme Fantasme, Dexter ou Killing Eve. On pourrait assumer de faire des séries comme ça. On cherche à faire des séries comme ça, à élargir la ligne. Mais si je devais en tout cas citer un élément fondamental de notre ligne éditoriale encore aujourd'hui, c'est d'être quand même plutôt dans une approche très ancrée de la fiction, un terrain qui n'est pas encore complètement occupé aujourd'hui ni par les plateformes qui viennent d'arriver, ni par les chaînes historiques. Dominique, toi sur OCS, comment tu définirais ta ligne édito sur Ciné Plus OCS ? Alors on est complètement à un autre endroit. L'idée étant qu'au sein du groupe Canal, sur tout ce qui est création de fiction, il y a une offre globale, même si effectivement OCS n'est pas strictement parlé sur Canal+, mais sur Ciné+. On s'inscrit quand même dans cette offre globale. Donc l'idée, c'est de ne pas faire les mêmes choses. Et c'est de la même chose pour Canal+ Signature que dirige l'IS. Qui aurait pu être parmi nous, donc oui, qui fait Fleur Bleue, qui fait etc. Exactement, qui fait encore un autre type de programme. Concernant OCS, on est d'abord sur des propositions de séries sur le format de la demi-heure. Donc on va dire entre 22 minutes et 40 minutes, sur des budgets bien inférieurs à tout ce qui se fait en premium par ailleurs. Et ça n'est pas un hasard en fait, c'est-à-dire que via cette typologie de projet, on va chercher des talents émergents. On va chercher des jeunes scénaristes, on va chercher des jeunes réalisateurs qui vont faire là leur première série. Des gens qui souvent ont pu faire des courts-métrages, ont pu travailler sur d'autres projets, les projets d'autres personnes, mais qui vont venir là créer pour la première fois
leur propre série. Et ça va être l'occasion d'aller prospecter et faire grandir une relève. Des nouveaux talents. Une relève de nouveaux talents, exactement. Donc d'aller d'une part les repérer et aussi de tester des genres peut-être, comme disait Morgane, un peu plus popcorn en fait. C'est-à-dire d'aller à des endroits où la création originale, parce qu'elle a un enjeu de puissance très très important, du coup il y a un endroit de tester des choses sur de la comédie ou sur du genre, justement. De l'horreur, du thriller, du fantastique, ouais, des choses qui sont pas tellement assumées ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, va faire sens de travailler ça en premium et du coup, nous, de débroussailler en amont. Un des exemples, c'était la série qu'on avait à Série Mania, qui était La Famille Rose. Ouais. Qui va être diffusée là en fin d'année, avec un twist fantastique, une série de thrillers, avec pas mal d'humour en même temps. Enfin, on est à un endroit de mélange des genres, à la fois où on est sur vraiment quelque chose de très entertaining et en même temps où on cherche à aussi travailler une forme de profondeur, mais bien moindre que ce qui se passe en création originale. Et donc on arrive enfin sur l'animation avec Nathalie, qui nous a parlé un peu des différents âges sur lesquels tu es, mais en termes d'édito, donc par rapport à un autre diffuseur. À un autre niveau, je rejoins un peu ce que Morgane a dit, c'est-à-dire qu'on a une ambition. On a fait un petit clin d'œil en créant un label qui s'appelle Récréation Originale. Ouais. Donc on a cette ambition en fait de voir grand pour les petits. Ça veut dire une exigence de proposer des programmes vraiment diversifiés, que ce soit en termes d'histoire ou de genre graphique, qui, on espère, permettent à nos jeunes téléspectateurs de forger leur esprit critique. Il y a un côté aussi éducatif quand tu parles de forger l'esprit critique. Pas éducatif. Les thématiques, si elles existent, elles sont traitées en creux et de toute façon toujours à hauteur d'enfant, avec humour, avec audace. Donc on essaie toujours de les prendre un peu en biais, même s'il y a des tendances, y compris chez les plus jeunes, on va essayer de les prendre d'une autre façon, jamais en direct. Par exemple, l'environnement ou l'écologie, on va pas dire il faut pas faire ça. On va faire en sorte que des enfants s'éclatent finalement à recycler ou à montrer qu'on peut aborder le sujet comme ça, que ça fasse partie de leur vie. Et ce ne serait pas juste un but pédagogique, mais que la pédagogie s'inscrive dans le divertissement. Ouais. Et même, on a une série qui a vraiment rencontré son public dernièrement, qui est une adaptation que vous connaissez peut-être si vous avez des enfants, de Kiddy Doc, qui est un livre qui existe dans toutes les bibliothèques de France, je pense. C'est un bouquin en fait où tu tires des petites tirettes, tu tournes les ronds, tu ouvres des fenêtres et tu découvres comme ça un sujet différent dans chaque livre. On en a fait une série en synergie avec Nathan. Donc là encore, la question de la transposition, de comment on transpose ça en... Ah mais c'était énorme, hein. Ça a été vraiment un projet de développement exceptionnel. Okay. Tout ça pour dire qu'effectivement, on essaye d'y amener beaucoup de créativité de façon à apporter vraiment un autre regard et que cet esprit critique, il ne se forge que si on a du choix. Donc on ne peut pas juste proposer un seul genre d'animation, la même façon, les mêmes personnages, les mêmes histoires. Après, on en fait peu. 6 par an, globalement, 3 pour les plus jeunes, 3 pour les plus grands, avec quelques unitaires qui nous permettent aussi de nourrir une ligne créative assez ambitieuse. Ok. Ouais. Et donc là, on arrive donc à votre process de réception des projets. Quel est ce process pour chacune d'entre vous? Dominique Jubin, au sujet de Ciné Plus OCS. Alors nous, on reçoit des bibles. Enfin, des mini-bibles, c'est-à-dire c'est un document qui fait maximum 15 pages, qui présente la série, les personnages, le concept, qui en général pitch un épisode et en gros vers où va la série. Souvent accompagné d'une note d'intention aussi de l'auteur qui raconte voilà pourquoi il a eu envie de faire ça. Quelquefois c'est relié à sa vie, enfin voilà. Et c'est très important que ce soit un document court, on insiste vraiment là-dessus. Parce que ça sert à rien que ce soit plus long, en fait. Nous, on sait très, très rapidement en lisant si ça n'est pas pour nous, et le cas échéant, on dit non, ou si éventuellement il y a quelque chose qui nous intéresse, mais de toute façon, comme on va être partie prenante du développement par la suite, on va commencer à ce moment-là à avoir une discussion avec les auteurs et les producteurs du projet, en amont même d'un développement, en fait, sur effectivement bien cibler l'endroit où on a envie d'aller. Est-ce qu'on est tous d'accord pour développer ensemble. Pour développer ensemble. Okay, vous êtes combien du coup dans ton équipe On est 3. Alors on lit tous tout. À peu près. Moi, j'en lis peut-être un tout petit peu moins que les autres parce que effectivement, alors on essaye quand même de faire en sorte que les projets arrivent accompagnés par des producteurs. Donc, quand c'est le cas, on lit tous. Donc, si c'est les auteurs seuls qui vous envoient un projet, c'est un peu plus compliqué parce que là, ça fait vraiment beaucoup de choses. Et les producteurs ne sont pas des gens inutiles, loin de là. Ils connaissent bien nos lignes édito. Ils sont capables aussi de voir si un projet est porté par quelqu'un qui aura les moyens techniques, d'expérience de les écrire, en fait, tout simplement. C'est bien qu'il y ait ce tri qui soit fait en amont. Dès lors que c'est porté par un producteur, non seulement c'est lu, mais par les 3 personnes à la fois.
fois. Oui, C'est pas, exactement. vous répartissez pas en fait. Et on en discute, ouais, exactement. Donc l'avantage quand on est un pair, c'est que pour trancher, c'est plus simple. Comme ça, c'est forcément de contraintes. En général, on est tous d'accord. En fait, c'est très rare. Enfin, ici, il peut y avoir des goûts, etc., différents. Et il peut y avoir des débats sur certains projets. En général, c'est quand, par exemple, l'un d'entre nous a très, très envie de défendre un projet. Voilà. Mais quand il s'agit de les refuser, on est en général tous d'accord. Morgane Perrolier, pour la création originale. Sur la nature des documents qu'on reçoit, je vais pas répéter ce qu'a dit Dom, c'est complètement la même chose. Ok. On essaie vraiment d'envoyer le message au marché que ça sert à rien d'envoyer des documents trop longs, puisque de toute façon, on sait assez vite en fait si un projet est pertinent, intéressant pour nous. Donc c'est max 5 à 10 pages par exemple, c'est ça? Ça peut aller jusqu'à une quinzaine de pages, mais si tu veux, c'est des documents standards aujourd'hui de vente. D'ailleurs, l'arrivée des plateformes a aidé, je trouve, à standardiser les documents de vente, puisqu'on maintenant on est quand même un certain nombre d'acteurs sur le marché à recevoir des choses, donc il y a une forme d'homogénéité qui se dessine aujourd'hui dans ce qu'on peut recevoir. Après, sur notre organisation interne, nous on est 7 dans l'équipe. Donc on peut recevoir des projets, parfois on est plusieurs dans la boucle, parfois une seule personne va recevoir. En général, c'est aussi lié à nos relations avec les producteurs, qui sont les personnes qui envoient les projets, qui les portent et qui, in fine, en assureront la fabrication. C'est là encore important de rappeler pour ceux qui nous écoutent, les scénaristes débutants, que les scénaristes n'envoient pas par eux-mêmes des projets aux diffuseurs et que ça passe forcément par l'intermédiaire d'un producteur. Tout à fait. Le producteur reste notre interlocuteur tout au long de la vie d'un projet. On s'adresse parfois aux auteurs, mais toujours en présence de son producteur. C'est évidemment très important de le rappeler. Après, nous, en termes d'organisation, donc parfois je vais recevoir moi un projet, parfois ce sera mes camarades. On traite nos refus, ce qu'on appelle nos refus, les projets qu'on va refuser parce qu'on sait qu'ils sont pas pertinents pour la création originale, ce qui est malheureusement le cas quand même assez souvent par rapport au volume qu'on reçoit sur une année. Quand tu dis on le traite, c'est vous le traitez individuellement, sur que chacun sait d'avance et vous les envoyez pas en comité, c'est ça? Et c'est là où on en revient à ta première question sur notre boîte à outils techniques. Il y a évidemment 2 garants qui font qu'un refus, c'est pas juste j'aime pas ce projet, c'est la ligne éditoriale et notre analyse de la dramaturgie et de la pertinence du projet en termes d'outillage technique aussi et de sa capacité à exister, même si on peut toujours évidemment développer. En général, quand on s'engage sur une convention de développement qui est la première étape du travail, on dit pas oui, on n'achète pas un produit fini. C'est le moment où on commence à travailler. Donc, on peut évidemment prendre un projet à un état de développement assez embryonnaire, mais on va aussi quand même juger à un moment entre guillemets, de la faisabilité technique du projet. Il y a des projets qui vont faire l'objet peut-être d'un débat entre 2 personnes, et il y a des projets qu'on va soumettre en comité de lecture, ce qu'on appelle nous nos comités de lecture, qui sont des réunions qui ont lieu à peu près une fois par mois, où là, ça vaut le coup d'en débattre et ça vaut le coup de mobiliser. C'est du cas par cas en fait. Des fois, ça se discute à 2 personnes et des fois, on fait un comité, on pose un comité pour l'occasion. En général, quand tu discutes à 2 personnes, c'est que tu sais que tu vas refuser le projet, mais tu veux quand même t'assurer que tu vois, que tu te plantes pas, qu'il n'y a pas de doute. Et ce qui fait qu'on n'est pas dans j'aime pas. En général, quand on est 2 à se rejoindre sur un refus et qu'on sait, pour une liste de raisons qu'on va résumer ensemble, pourquoi on n'y va pas. Il faut se rappeler qu'on a beaucoup de travail, qu'on reçoit à peu près entre 250 et peut-être 500 projets par an, ça dépend des années, mais on est 7. Donc évidemment, tout le monde peut pas tout lire. Sachant que par ailleurs, on a un slate de développement, donc de projets sur lesquels on travaille. Donc si tu veux, la répartition, on va dire, de nos forces entre l'accueil des projets et les projets en développement doit être aussi au bon endroit. Puis à partir du moment où on a un doute, on estime que c'est pertinent d'en parler et que le doute est suffisant en tout cas pour mobiliser tout le monde, à savoir 7 personnes. Là, ça entre en comité. En général, on a une dizaine de projets par comité. Ça dépend. Parfois, ça peut être moins, parfois, ça peut être plus. Et là, on va en débattre entre nous et on va se dire est-ce qu'on y va ou pas ? Et si on y va, ça veut dire qu'on signe une convention de développement, c'est-à-dire que on va payer pour voir, en fait, on va payer un certain nombre d'épisodes et ce qu'on appelle des arches. On va rentrer dans un travail avec les auteurs et les producteurs dans la perspective, évidemment, que ce travail aboutisse et que, au bout d'un temps, qui en général est à minima 18 mois, 2 ans ou plus, on ait une série qui soit prête à être tournée et à exister un jour sur notre antenne. On parle pas encore la diffusion, du coup, là, on parle simplement du fait qu'elle entre en production, peut-être. C'est difficile de le graver dans le marbre sur les délais, ça dépend des formats, ça dépend de l'ambition du projet, ça dépend du nombre d'auteurs. Chaque série trouve son système d'écriture et sa grammaire. Il n'y a pas de vérité générale. Ça peut aller vite comme ça peut prendre des années. En général, c'est minimum, on va dire, 2 ans pour avoir une série tournée et post-produite. Ça, on peut pas faire moins. C'est plus généralement un peu plus. Mais en tout cas, tout projet accepté, là je parle bien de ceux qui sont acceptés, passe par ce comité de 7 personnes. Oui, on en parle. Alors, de toute façon, les projets qui rentrent en développement, et encore une fois, un développement, c'est pas le green light. Le développement, c'est la première phase où on commence à travailler ensemble. À l'issue de cette première phase, où on est arrivé au matériel qu'on a commandé, donc ça peut être un certain nombre d'épisodes et des arches. Là, la série passe en comité de greenlight et là, on décide de finaliser notre investissement, de définir une date de prépa, de mobiliser une
équipe artistique avec un réalisateur, une réalisatrice, des chefs de poste, du casting, et d'avoir en ligne de mire la fabrication de la série. Mais la première étape qui suit nos comités de lecture, Oui, c'est d'abord la convention. c'est la convention de développement. J'ai complètement digressé, mais au moins, Non, vous avez les infos c'est sur le process, le process au sens je voulais large. le process au sens large, c'est exactement Voilà. ça. Enfin, Nathalie, qu'est-ce qui diverge de leur process? Qu'est-ce qui, toi, est propre à ton process pour l'animation chez Canal? Alors, j'avoue que j'aime bien recevoir un dossier. Sur les séries d'animation, il y a souvent un univers visuel. C'est un dossier qui comporte souvent cet univers-là, le concept, les thématiques et quelques pitchs. Ça, c'est la base. Pour quelques épisodes, exemple, quoi. Exactement. Dans 3-4 lignes qui donnent un peu le ton. Il y a rarement de scénario, sauf si le producteur a eu le temps de développer par lui-même. Et ça varie beaucoup en fonction du producteur. Quand il peut ou quand il a obtenu des aides, il va un peu plus loin lui-même. Mais souvent, c'est vrai qu'ils aiment bien avoir une convention de développement pour pouvoir accompagner le projet avec le diffuseur de façon à aller vraiment dans sa direction telle qu'on a envie de le développer. À côté de ça, on peut aussi arriver avec des producteurs, parce qu'effectivement, c'est toujours les producteurs qui viennent nous voir, c'est jamais les auteurs, avec juste une idée, un objet. Et là, ça peut devenir très amusant parce que j'ai des exemples comme ça de 3 séries qui ont été produites et qui sont devenues des succès, où le producteur est venu en disant moi j'ai ce bouquin, je le trouve super, il faut en faire un truc. Vous êtes partis sous convention seulement sur la base de l'idée commune, en fait, sans avoir... D'une idée commune parce qu'on a été convaincu, parce qu'on a confiance dans le producteur, parce qu'on sait qu'ils seront en mesure de réunir les bons talents autour du projet, parce qu'il y a un concept original, il y a un vrai point de vue dessus. Avec une petite statuette, on a fait Mouche Mouche et les Champottes. Avec un emoji coréen, on a fait Molang. Tous les producteurs sont pas légitimes à avoir ce rapport avec vous, j'imagine. Non, mais c'est possible, c'est ça que je veux dire. Donc à côté de ça, effectivement, il y a des projets plus classiques. Et puis parfois, il y a une idée qui émerge. Il faut avoir cette sensibilité de percevoir finalement les traits, tout ce qui peut émerger, qu'on pourrait tirer et en faire quelque chose qui a une vraie valeur. Mais le scénario est hyper important parce que par ailleurs, quand il n'y en a pas, on peut parfois être déçu, c'est-à-dire que le concept, comme ça, il a l'air super, et puis dès qu'on part en écriture, ça perd son sel. Et là, il y a un vrai boulot à faire. Pardon, mais j'avais oublié lors de l'enregistrement de relancer Nathalie sur l'équipe avec laquelle elle développe la récréation originale. Donc elle m'a depuis précisé collaborer avec un lecteur, un stagiaire scénariste et depuis peu une chargée de développement. Quant à la prise de décision de conventionner ou non tel ou tel projet, eh bien, puisque son équipe est réduite, il n'y a pas de comité de lecture à proprement parler, contrairement à la création originale par exemple. Ainsi, Nathalie présente directement à la direction de son unité de programme les projets qui ont retenu son attention et donc elle en discute avec eux ensuite. Qu'est-ce qui fait le plus souvent défaut dans les projets soit que vous déclinez en cours de convention, c'est-à-dire une fois qu'il commence à s'écrire? Dominique Jubin, Ciné Plus OCS. Me concernant, je dirais que je peux être intéressée par des personnages, par exemple, dans un projet, un univers des personnages, mais je sens que le récit va être extrêmement chronique et que du coup, il y a un déficit de dramaturgie, justement, d'un postulat dramaturgique fort. D'abord, il y a une chose qu'il ne faut pas sous-estimer au regard du nombre de séries qui sont sur le marché, qui sont visibles, non seulement sur l'appli Canal, mais aussi chez les autres diffuseurs. Il y a pléthore de séries, en fait. Comment est-ce qu'on émerge? Et ce qui fait qu'on émerge, si on n'a pas des moyens de communication monstrueux, c'est le pitch, en fait. C'est comment la série va se raconter en une demi-phrase. Et je parle pas de high concept, je parle d'un truc qui retient l'œil parce que dans la thématique ou parce que dans la proposition, je vais sur ton terrain, mais Plaine Orientale, qui est une des dernières séries que Canal a sorties, qui se passe en Corse, qui fait partie de ces séries réalistes, justement. J'en entends beaucoup parler dans mon monde en dehors du travail, en fait. Tout simplement parce que y a pas eu trop de séries sur la Corse depuis longtemps et qui parlent de la Corse comme ça. Donc il y a un truc qui affleure, il y a quelque chose qui fait que, tiens, on se dit, tiens, mais il y a un truc différent. C'est que le pitch déjà de base soit attrayant de lui-même. Voilà, quoi. Et pour prendre un autre exemple du coup, parce que je vais parler un peu d'OCS, mais Extra, qui est une série qu'on a mis en diffusion en janvier, qui est une comédie et qui, elle, traite d'une thématique qui, je pense, a fait son succès en diffusion, parce qu'on n'avait pas particulièrement de moyens de communication. Le sujet est un sujet très contemporain, qui est la question de l'assistanat sexuel aux personnes en situation de handicap. C'est un vrai sujet de société qui fait débat, qui n'est pas traité de la même manière en France, en Suisse, en Allemagne ou en Belgique. La législation est différente. Il y a des choses qui sont autorisées en Suisse qui ne le sont pas en France.
Et donc la série allait explorer ça, avec un pas de côté de comédie, mais au fond de manière assez sérieuse, en tout cas avec sérieux, on va dire. Ok, ça peut être de nature différente. Là, en l'occurrence, c'est le Exactement. sujet. Plaine Orientale, c'était plutôt la reine. Ça peut être plein de choses, mais quelque chose, et je pense qu'on a tous ça en commun dans le groupe Canal, qui est la différence en fait. Un autre endroit distinctif. Morgane Perrollier pour la création originale. Je rejoins complètement Dom. Même au-delà du pitch, en fait, on cherche une approche, en fait, un argument éditorial, on va dire, à l'endroit de la série et de la proposition, qui soit juste pour nous, qui ne ressemble pas à quelque chose qu'on a déjà fait, qui ne ressemble pas à quelque chose qui se fait ailleurs. Plaine Orientale, c'est un bon exemple parce qu'on pourrait dire oui, mais vous avez fait Mafiosa, c'est un peu pareil. Mais non, parce que justement, Plaine Orientale, c'est une manière de parler de la Corse d'aujourd'hui, c'est quelque part une réactualisation de Mafiosa en 2025 avec des personnages complètement différents. Donc ça passe beaucoup par les personnages et l'approche des personnages. Finalement, on va dans chaque projet raisonner en termes d'arguments. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me le formule quand je lis quelque chose. C'est quoi l'argument éditorial pour Canal+? Qu'est-ce qui fait que avec ça, je suis éditorialement juste en termes de proposition par rapport à un marché et par rapport à moi-même étant Canal, tu vois. Et ça dépend évidemment du type de série qui est convoqué. Si tu fais de la comédie, si tu fais du drame, si tu fais une mini-série, si tu fais de la série récurrente, tu vas pas raisonner exactement pareil en fonction de chaque prototype, puisqu'en plus on est vraiment dans une économie de prototype. On fait pas des choses standardisées. Mais du coup, ce qui fait que tu vas décliner le plus souvent, ça va être le fait que c'est pas assez différenciant, pas assez distinctif, ou qu'il n'y a pas d'argument éditorial. Très souvent. Après, c'est une question d'entonnoir, c'est-à-dire que ça, c'est l'argument général, qui est évidemment un argument éditorial. Et après, tu peux rentrer un peu plus dans le détail à l'intérieur d'une proposition. Par exemple, c'est trop chronique, ça manque d'enjeu, ça manque de puissance. Nous, on cherche l'argument éditorial et la puissance à un endroit. Donc, si une série est naturellement chronique, par exemple, parce que, j'en sais rien, tu fais une série sur une coloc de jeunes Parisiens qui ont 25 ans et qui vivent des déboires sentimentaux. Par nature, ta proposition, elle va être chronique. Par nature, elle n'a pas forcément trop sa place chez nous à la création originale parce qu'on a essayé de faire des séries un peu chroniques de personnages, un peu comédie de la vie, et on voit que ça marche pas très bien. Donc, si on le refait, on va chercher un argument de puissance à un endroit. Par exemple, quand on fait Désordre, une série qui est portée par Florence Foresti, qui est probablement l'humoriste préféré des Français, j'en sais rien, mais qui a un talent immense et qui est très puissante finalement en termes d'incarnation. Donc on va accepter de faire nous une chronique et faire un petit pas de côté par rapport à notre éditorial parce que c'est la série de Florence Foresti. Ou par exemple quand on fait Platane ou quand on fait On the Verge, la série de Julie Delpy, qui sont deux projets très différents, mais à chaque fois on se repose sur un talent qui nous autorise à faire ce pas de côté. Okay. Par ailleurs, dans On the Verge, le pas de côté était aussi, on fait une chronique parce qu'on va parler des femmes de 50 ans. Et ça, personne le fait. Julie Delpy, elle est allée taper à plein de portes. Personne voulait faire de séries sur les femmes de 50 ans sur le marché. Nous, on s'est dit, on est Canal, donc en fait, on va le faire. Quand tu fais Platane, une série un peu méta à la Curb Your Enthusiasm avec Éric Judor, t'es complètement Canal. La fiction, c'est compensatoire. Quels sont les éléments finalement à l'intérieur d'un projet qui vont se compenser entre eux? Il y a un endroit où tu vas perdre un peu peut-être en termes de puissance, on va dire en termes d'audience, en termes du monde que tu vas ramener derrière la télé, mais en même temps, tu vas faire une série d'images qui est complètement en affinité avec ta marque, tu vas être dans un geste éditorial qui est ta chaîne, et donc tu vas accepter d'être un peu moins puissant en termes de résultats, on va dire. C'est des curseurs, enfin. C'est des curseurs, et donc en fait, dans l'analyse d'un projet, tu joues tout le temps avec tous les curseurs. Okay. Donc c'est ce qui fait qu'on en refuse beaucoup, et c'est ce qui fait que parfois, on va s'engager sur une proposition. Nathalie Lefray, au sujet de l'animation jeunesse. Tout ce qui vient d'être dit est assez applicable aussi à l'animation. Okay. Et le point de vue du projet. Et aussi, surtout, la différence sur le plan graphique et illustratif. Souvent, les projets sont de qualité, mais ils se ressemblent. On peut aller sur des licences assez fortes, mais même ces licences, on essaiera de les twister pour qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'elles pourraient être si elles étaient ailleurs. Du point de vue, c'est le point de vue de l'auteur en l'occurrence, c'est-à-dire la façon dont est traité le sujet. Le point de vue conceptuel, parce qu'il ne faut pas oublier que sur une série jeunesse, il y a 52 ou 78 épisodes, donc il faut tenir quand même une ligne. Sans que ça soit extrêmement formaté, il faut y amener aussi un peu quelque chose d'organique, mais il y a un concept. Ouais, est-ce que ça aura les jambes pour tenir toute une saison? Exactement. Est-ce que vous participez à l'attribution par les producteurs des auteurs à un projet? Et si oui, comment ça se passe? Comment vous sélectionnez les auteurs? Sur quels critères? Morgane Perrollier pour la création originale. Alors nous, je dirais plutôt pas. Un projet, déjà, quand il nous est proposé par un producteur, une productrice, il est déjà staffé, entre guillemets, porté par des talents, tout simplement parce qu'ils l'ont créé.
et déjà eux-mêmes proposer à une équipe de production qui vient ensuite la défendre, la vendre auprès de nous. Après, quand on rentre dans la partie développement, quand on se tape dans la main, on se dit on va travailler ensemble, il arrive qu'on ait besoin de staffer plus largement le projet. C'est pas toujours le cas, mais parfois on peut avoir besoin de renforcer l'équipe, d'aller chercher d'autres profils. Nous, on laisse plutôt l'initiative aux équipes de production, tout simplement d'aller vers des gens avec qui ils ont une affinité. On le fait de concert, ils nous posent des questions éventuellement sur des profils, sur des retours d'expérience, mais on leur laisse plutôt la main dans un premier temps. Et si effectivement ils ont besoin de nous, on peut toujours proposer des noms de gens avec qui on a travaillé, mais c'est quand même charge à eux de faire la démarche, d'aller les contacter, de les rencontrer, de vérifier évidemment que ça fit avec l'équipe initiale qui porte le projet en premier lieu. Donc je dirais que pour moi c'est un périmètre qui relève davantage de la production et un peu moins du diffuseur. Ça renvoie à une question plus générale qui est quelle est la place d'un diffuseur dans la chaîne de vie d'un projet, où est-ce qu'on met finalement notre input. Je pense pas qu'il soit à l'endroit d'aller trouver les auteurs à la place des producteurs. Ok, il y en a, ça pourrait, il y en a qui le pensent de concert, diffuseur et producteur ensemble, c'est pour ça que je demandais, mais c'est... On peut le faire, mais c'est pas systématique et c'est pas la vérité générale. Dominique, monsieur OCS. Déjà, un projet est toujours porté par un auteur. S'il n'y a pas d'auteur sur le projet, moi je trouve ça très bizarre en fait. C'est un projet qui serait porté que par un producteur. Ça arrive ? Quelquefois, ça a pu arriver. Genre une idée originale, par exemple. C'est ça, une idée originale d'un producteur. Et donc là, moi je lui demande de revenir avec un auteur en fait. Ok. Qui chez nous va souvent être un auteur assez vert, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de track record, etc. Dans ce cas-là, l'idée c'est de faire confiance, se dire si le pitch nous a intéressé, que la proposition nous a intéressé, on se dit que on va passer par une première étape où on laisse l'auteur faire une première partie du développement. Par exemple, ça peut être la réécriture de la Bible. Ça, c'est quand on entre en convention d'écriture pour qu'elle soit adaptée à vos besoins. À peu près à l'endroit. Si besoin, on fait pas forcément une réécriture, mais si besoin, ça peut être ça. Ça peut être de commencer à travailler des arches, etc. Et assez vite, sur 1-2 versions, on va s'apercevoir si cet auteur va y arriver seul ou pas. Si ça n'est pas le cas, effectivement, on commence à avoir une discussion avec les producteurs. En général, on s'en rend tous compte en même temps. Et donc là, l'idée, c'est qui est-ce qu'on va faire venir pour consolider l'équipe, pour aider ce jeune auteur à modéliser sa série, de pas non plus l'empêcher d'exprimer ce qu'il a exprimé. Je parlais de relève au début, il y a l'idée de faire grandir des auteurs en fait. Ouais, un côté mentorat en fait. Avec exactement. Et donc de trouver des scénaristes davantage expérimentés, mais pas forcément non plus des gens méga, pas des stars du scénario en fait, parce que du coup ça n'aurait plus forcément de sens par rapport à OCS. Plutôt des gens qui apportent un besoin technique par exemple sur un sujet particulier. Alors c'est vrai que c'est plutôt le travail du producteur. Après c'est beaucoup dans le dialogue. Qu'est-ce que tu penses de telle personne ? Est-ce que tu penses que telle personne pourrait, au-delà de est-ce que ça va coller d'un point de vue de caractère et de travailler ensemble, qu'est-ce que tu penses de ses compétences en fait en tant qu'auteur ? Parce qu'un auteur est rarement compétent sur tout en fait. Il y a des gens qui sont plus dans la dramaturgie, il y a des gens qui sont plus sur de la création d'univers, etc. Donc ça dépend aussi de là où l'auteur de base, là où il a des manques. Il y a 2 besoins. Il y a un besoin parfois de mentorat et d'accompagnement, puisqu'effectivement, comme l'évoquait Dom, une auteurice n'est pas forcément bon partout et c'est bien normal, personne n'est bon partout. Et il y a un deuxième besoin. La série, ça met longtemps à s'écrire en fait. On n'imagine pas forcément, mais c'est un peu comme écrire plusieurs longs métrages. Donc en fait, il faut sortir beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Et juste avant de passer à l'animation, je parlais de la sélection des auteurs. Vous ne sélectionnez jamais un projet aussi vis-à-vis de ses auteurs. C'est toujours par rapport au projet lui-même ou au producteur. Tu vas pas dire, vu que c'était l'auteur, je vais plutôt le faire. Je parle pas seulement des comédiens qui incarnent, je parle bien des auteurs en l'occurrence. C'est une bonne question. Je voudrais rajouter en amont de ta question, je sais que c'est un biais de langage qu'on a encore, mais je trouve ça terrible parce qu'on parle que au masculin, des auteurs et des producteurs. Mais bon, il faudrait qu'on arrive à adapter notre langage pour évidemment parler des productrices et des autrices. Au-delà même de la parité, on veut soutenir évidemment des équipes féminines. Je vous prie de m'excuser si je dis beaucoup au masculin, mais je ne pense pas uniquement au masculin. Ça me semblait important de le rappeler. Oui, et du coup, sur la sélection, tu sélectionnes des fois des projets aussi parce que tu te dis, tiens, c'est écrit par tel scénariste. Inévitablement, ça peut jouer. Après, c'est jamais déconnecté de ce qu'on reçoit. Quelqu'un qui a une certaine maturité dans l'écriture, qui a de l'expérience, qui a un univers qu'on connaît, avec qui possiblement on a déjà travaillé, qui sera sans doute accompagné par une maison de production qu'on connaît également. Ça veut pas forcément dire qu'on va signer le projet. Ça peut être un biais de lecture positif, mais c'est avant tout le projet qui fait foi. Et quelque part, tu pourrais effacer le nom. On a une ligne de conduite, on a un garant qui est la ligne éditoriale. Donc on refuse des projets
à des talents avec qui on a déjà travaillé, juste tout simplement parce que c'est pas notre ligne édito, ça nous est arrivé plusieurs fois même, je pense. Et à contrario, on signe des projets de personnes qui parfois n'ont rien fait, juste parce que le projet nous intéresse énormément. Je pense notamment, c'est arrivé avec OVNI, qui est assez emblématique, parce que c'était un projet de la Fémis série, qui était un projet de fin d'études, donc par des scénaristes tout fraîchement diplômés. Émergents, ouais. Très émergents à l'époque, même si aujourd'hui ils ont fait plein de choses. C'est un projet qui n'avait même pas de maison de production, mais il nous a intéressés. À un moment, on s'est dit, ok, on y va et on essaye. Et la série a eu la carrière qu'on lui connaît. Donc en fait, tout est possible. Ok, ouais, ça casse l'idée préconçue. Je voulais dire que dès qu'on est entré dans le milieu, ça devient une affaire de milieu et chacun a son rond de serviette. C'est bien, encore une fois, on s'adresse à des personnes qui connaissent pas forcément nos métiers et de montrer que c'est avant tout projet par projet. Et enfin, j'arrive donc sur l'animation, Nathalie. Ce sont les producteurs, enfin plus exactement les directeurs d'écriture, parce que sur une série à nouveau de 52 ou 78 épisodes, il y a très souvent un directeur d'écriture qui tient l'atelier, enfin qui tient le déroulement de cette étape. Et oui, moi je peux être amenée à proposer des scénaristes, mais c'est jamais imposé. Tout dépend du ton de la série et s'il y a des problématiques ou pas rencontrées. Parce qu'effectivement, comme on le disait, certains sont très bons en structure, d'autres en dialogue, et parfois ça pêche un peu les dialogues sur les scénarios de série. Donc je me dis qu'un petit polish parfois pourrait faire du bien, ou à renouveler les péripéties. Parce que sur l'animation, c'est souvent un peu les mêmes scénaristes qui tournent, donc moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu aussi de nouveaux talents qui rentrent pour aborder les sujets différemment. L'animation, c'est un tremplin pour les scénaristes. Souvent, ils commencent par là parce que ça leur permet tout simplement de travailler. Ils feront de la fiction après, mais ils ont aussi besoin de bosser, donc ils commencent par l'anime, et c'est pas mal parfois de pouvoir les aider, tout simplement. Ouais, ça c'est un moyen pour eux de s'exercer. Et puis aussi, il me semble que quelque part, on est aussi à des postes où on voit passer beaucoup de talents, et que ça peut être une opportunité de les mettre en connexion avec les producteurs quand c'est pertinent. Et à nouveau, je le fais quand ça me semble nécessaire. Toujours en aval du producteur, sur le producteur qui reste... Toujours. Maintenant, ça y est, le projet entre en convention, donc on part du principe que vous avez signé un projet. C'est quoi les étapes de développement dans votre service ? Tu parlais tout à l'heure de 18 mois à 2 ans. Comment se passent ces 18 mois à 2 ans ? Dominique Jubin, Ciné Plus OCS. Souvent, on a eu pas mal de discussions en amont de la signature, histoire d'être sûr qu'on est bien aligné sur la série qu'on a envie de faire. Et là, en général, on va travailler sur le synopsis du premier épisode et assez vite aussi sur les arches, donc sur les épisodes suivants, mais vraiment sur le synopsis. Moi, la convention que je signe, c'est 1 ou 2 épisodes dialogués et des arches, qui ensuite se décompose en synopsis de l'épisode, puis X versions de synopsis pour arriver ensuite au dialogué. Donc si jamais ensuite ça se passe bien, il y a une deuxième signature qui va mener à l'écriture des épisodes suivants. Alors déjà, t'as pas mal d'étapes, c'est-à-dire le synopsis, on se voit, on discute. Et après, effectivement, quand on a... Alors là, OCS, moi, vu que la chaîne OCS a rejoint le groupe Canal il y a seulement 1 an, enfin que j'ai repris le truc il y a 1 an et qu'on a travaillé beaucoup sur des séries qui étaient en cours, on lance à peine des projets là. Donc je ne sais pas exactement à quel moment on pourra passer en green light en fait. Mais idéalement, ce que je voudrais, c'est que effectivement, à partir de 2 épisodes, des arches et une étude de faisabilité de la série dans les budgets contraints qui sont ceux d'OCS, on puisse ensuite passer en green light de production. Le green light, c'est le moment où on dit au producteur, ok, bon, on a vu que tu es capable de financer le truc, on est d'accord avec la direction que prend l'écriture de manière concrète, et ensuite, ce green light va lui donner la possibilité de commencer à faire son travail, etc. Mais il y a encore toute l'écriture qui reste à faire. Et du coup, la prépa peut commencer en parallèle de terminer les derniers dialogués, par exemple. C'est un truc qui peut se faire. Les derniers, quoi. Si on est sur, par exemple, 8 épisodes et que j'en ai que 2 de dialogués au moment du greenlight, on passe pas tout de suite en prod. Ouais, c'est pas forcément une évidence. Ça va dire toujours que j'ai chez d'autres diffuseurs. Des fois, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je voulais savoir. Ça peut arriver. Après, ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça dépend de... des discussions qu'on va avoir sur le producteur en termes de décor, par exemple. Quelquefois, effectivement, on est obligé d'accélérer le process. C'est-à-dire qu'il va commencer sa prépa en même temps que l'écriture est encore en cours, tout simplement parce qu'il a un décor et qu'il va le perdre s'il ne tourne pas à cette date-là, donc il pousse l'écriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un producteur qui va travailler comme ça dans une enveloppe fermée, il vaut toujours mieux avoir tous les épisodes d'écrit pour avoir une prépa efficace, qui ne perde pas d'argent. C'est pas parce qu'il a des synopsis qu'il va savoir exactement où tous ses décors, etc. Donc c'est vraiment quand il a à minima les V1 des dialogués. De tous les dialogués. Il peut travailler vraiment correctement. Morgane Perrolier, pour
pour la création originale. C'est assez raccord de notre côté. Ce qu'il faut savoir sur le greenlight, il peut pas arriver trop tôt ni trop tard. S'il arrive trop tard, c'est qu'on écrit des épisodes... Enfin, tu vois, on prend le risque d'écrire des épisodes pourris. On va pas sortir 8 dialogués. Si on écrit 8 épisodes et que finalement on se dit, bah non, finalement on veut pas la faire la série, nous on a perdu puisque on cofinance le développement avec les producteurs. Ça nous fait perdre beaucoup d'argent, ça n'a pas de sens. Et à nous et aux producteurs. Enfin, et on fait travailler des équipes artistiques, des scénaristes, des talents pour au final leur dire, ah bah non, on va pas le faire. Dire ça une fois que tu as tout ton matériel, ça n'a pas de sens. En revanche, greenlighter trop tôt, avec un épisode par exemple, et juste un résumé de la saison, quand tu te mets de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue du diffuseur, c'est un peu tôt aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on doit être en mesure, quand on débloque des fonds, et en l'occurrence, quand c'est la création originale, c'est beaucoup d'argent, d'avoir suffisamment d'éléments pour être en mesure de se décider en fait. On va pas mettre blind sur la table X millions d'euros parce qu'on a un épisode et un résumé de saison qui marche à peu près bien. Donc en fait, le greenlight de production intervient à un moment stratégique au moment de l'écriture. Chez nous, ça veut dire en général à peu près à mi-parcours. Je trouve que sur une série de 8 épisodes, il faut avoir, je pense, 4 dialogués et des arches. Donc en général, ce qu'on fait sur la vie d'un projet, quand on signe une convention de développement, c'est une première convention où on va commander 2 épisodes et des arches. Si ça se passe bien, on fait un avenant à cette convention. On commande les épisodes suivants. Là, on en a 4 sur 8, par exemple, hypothèse où on a 8 épisodes. Et ensuite, une fois qu'on a ces 4 épisodes et des arches, on donne le green light. On se met tous autour de la table, on dit « Ok, on va faire la série », c'est un engagement. En général, on a attaché aussi quelqu'un à la réalisation, un début de casting, on a en ligne de mire à peu près une date de tournage, on a un budget, un plan de financement. Et là, on se dit, tout ça peut exister. Mais il faut au moins tout ça quand même. Okay. C'est quand même assez rare de partir en greenlight avec 1 ou 2 épisodes. En général, nous, on demande quand même un peu plus. Après, à quel moment a lieu véritablement le tournage ? Il peut avoir lieu assez vite après le greenlight si tu tournes ta série en 2 blocs et que tu continues à écrire ton 2e bloc pendant que tu tournes le premier. Si tu crossboard tout et que tu tournes tes 8 épisodes en même temps, par exemple, ce qui est assez rare. Crossboard, ça veut dire que tu tournes en même temps l'épisode 1, le 7, le 8. Exactement. Tu raisonnes par décor. Mais en général, sur des séries qui sont les nôtres, on a en général plutôt plusieurs blocs. Mais donc, on peut commencer à tourner assez vite après un greenlight si on continue à écrire. Après, c'est toujours un risque parce qu'il faut être prêt au moment où arrive le 2e bloc, donc avoir des textes qui nous conviennent. Donc après, il y a plein d'autres considérations liées à la production de la série, liées au moment où elle doit être tournée, liées à la disponibilité des décors, des comédiens. Enfin, ça devient un Tetris qui fait qu'on décide à un moment de tourner ou pas. Par exemple, je crois qu'OVNI, on l'avait greenlighté et on avait attaché le réal qui était Anthony Cordier. On a pris 1 an de plus pour écrire, pour finir l'intégralité des épisodes, aussi parce qu'il voulait tout réaliser, et que là, pour le coup, on a décidé de tout cross-border et de raisonner comme ça par décor. C'est pas toujours le cas. À partir du moment où tu greenlight et que t'es dans une urgence, parce qu'en fait, les auteurs, les producteurs ont besoin d'être assurés, veulent que le projet se fasse, ça peut donner lieu à un greenlight un peu trop tôt. On rush les choses, on précipite parce qu'en fait, il faut faire le projet maintenant. On se méfie de ça. Tu vois, il faut, en fait, une bonne série, c'est une série où on prend les bonnes décisions au bon moment. Tout en maintenant la vitalité aussi des forces en présence, parce qu'on est avant tout dans un enjeu humain et que, comme tout le monde, les équipes artistiques, les auteurs ont besoin d'être motivés. Donc si pendant longtemps, ils ont l'incertitude de la chaîne qui sait pas si elle fait ou fait pas le projet, c'est compliqué pour eux aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette décision vraiment qui préside à la destinée d'un projet, elle est mêlée de problématiques humaines, elle est mêlée de problématiques industrielles. Donc c'est difficile de la formater et de dire ça va toujours se passer comme ça. Okay. Il faut juste que les enjeux de chaque partie prenante soient respectés. Et du coup, toi, en animation, enfin, Nathalie ? Oui, nous, ce que nous attendons en fait sur les conventions de développement quand on en fait, c'est une bible graphique, une bible littéraire, parfois 5 pitchs et au moins 5 scénarios développés. À partir de là, on est sûr d'avoir ce qu'il faut pour partir en production sereinement. Ok, donc 5 sur 50 épisodes. 52. Et du coup, le process derrière, une fois que ça part en écriture, vous faites des retours tous les combien d'épisodes ? Alors, on fait des retours sur tout. Toutes les étapes, les pitchs, les synopsis et les différentes versions de scénarios pour chaque épisode. Ok. Ça dure 2 ans à peu près, une série d'animation, pour la produire quand tout va bien. Ok. Et on intervient aussi sur le casting, la musique, les animatiques, les storyboards, l'animation, la musique, tout. Ça fait beaucoup de boulot. Fait beaucoup de boulot, ouais. On travaille beaucoup. On travaille justement, beaucoup. j'arrive sur C'est un ça. fait. Sur comment vous gérez le volume de projets que vous avez en parallèle sous convention. Tu as parlé tout à l'heure, Morgane, du fait que vous deviez en parallèle des projets que vous étudiez, bosser sur les projets que vous avez lancés sous convention. Comment vous gérez ce volume ? Si vous pouvez le dire éventuellement, combien vous en avez en moyenne à l'instant T. Dominique Jubin, Ciné Plus OCS. Moi, je dois en avoir en ce moment à peu près 6
6 entre les projets qui démarrent et les projets qui se terminent. Et donc, tu as le sentiment que c'est le bon volume, que c'est le volume que tu arriveras à gérer? Oui, 6 ça va, franchement 6 ça va. En tout cas, chez OCS, alors il faut pas oublier qu'après, il y a tous les projets qui arrivent, qu'il faut lire. En parallèle? En parallèle. Bon, Okay. Là-dessus, je prends un peu de retard en général. Morgane, à la Créao? Entre 20 et 30 développements, il me semble. On est plus nombreux aussi, on est 7. On travaille en binôme. C'est très important pour nous de pas être seuls sur les projets, tout simplement pour confronter nos idées et réfléchir ensemble. Okay. Et après, les projets sont à des stades d'avancement assez divers et variés. Donc, parfois, au moment où tu signes et tu commandes les éléments et que les équipes artistiques partent pour travailler, tu peux ne plus les revoir pendant quelques mois. Donc, ce qui est bien normal. Ça veut pas forcément dire quand tu travailles sur une 10 à 15 projets en même temps, ce qui est mon cas en ce moment, que je suis sur un rythme très soutenu sur tous les projets. En fait, ça dépend beaucoup des projets. Et sur ces 10 à 15 projets, certains sont en post-prod, certains en sont au tout début, certains sont sur un rythme qui est post-greenlight où les épisodes arrivent et on sait à peu près quand est-ce qu'on va tourner. Je dirais que tout ça s'équilibre et que le fait d'être 2 aussi par projet est une vraie soupape quand à certains moments il y a des goulots d'étranglement et qu'on s'en sort plus parce qu'il y a trop de choses en même temps. Ce qui a pu arriver, notamment quand tu as beaucoup de séries en post-production en même temps, puisque la post-production est toujours prioritaire, puisque quand tu as des montages qui arrivent et qu'il faut faire des notes de montage, tu peux pas mobiliser plus d'un certain temps des monteurs et des réalisateurs. Donc la vraie difficulté, c'est quand on a plusieurs séries en montage en même temps, ça peut vite être très difficile de suivre en même temps les textes et en même temps les projets en arrivée. Okay. Et puis il y a aussi une partie du métier qui est le relationnel, tout simplement la veille, le développement pur. Donc garder une fenêtre ouverte sur le cinéma, sur la littérature, sur la créativité au sens large, se ménager des espaces de réflexion, se ménager des espaces tout simplement de pause. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, on n'est pas dans des fictions standardisées, on n'est pas dans des fictions de cases. On n'a pas tout simplement le même volume à sortir qu'un TF1, un France 2 ou un France 3. Et je suis très respectueuse, encore une fois, de nos concurrents qui ont ce volume-là à sortir parce que c'est considérable. Donc je pense que nous, dans notre logique éditoriale, on a aussi besoin d'avoir un tout petit peu de temps parfois pour surveiller la rentrée littéraire, pour se nourrir autrement. Et pas de devenir une machine à lire des scénarios. Donc, pas formater votre pensée après au bout d'un moment. Exactement. Et de rester quand même assez alerte, puisqu'encore une fois, nos séries, elles témoignent d'une vision du monde et de la complexité du monde dans lequel on vit. Donc il faut quand même toujours que nous, on continue à essayer de le comprendre et trouver des nouvelles voies dans la fiction aussi, en fait. Et donc on arrive enfin sur l'animation avec Nathalie. Alors moi, je vais distinguer les conventions des productions. En convention, on en a assez peu, on en fait peut-être 1 ou 2 par an. Ok. Mais en réalité, on a donc au moins 6 projets qui se lancent par an. Donc actuellement, j'ai 15 projets peut-être en tout qui sont en cours de production, développement, production comprise. En sachant qu'effectivement, comme le disait Morgane, c'est jamais les mêmes étapes. Pour certains, on est au stade du développement, pour d'autres, on est en plein rush de l'écriture, donc au 30e ou 40e épisode. Pour d'autres, on est au stade des animatiques, mais il y en a 52 à valider. Ça change toutes les temporalités. En fait, il y a beaucoup plus. En fait, une fois que ça rentre en production, il y a beaucoup plus de temps qu'à la créao, mais il y a peut-être moins de temps en amont dans le développement. Alors, il n'y a plus de développement, mais tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment raccord sur les personnages, le concept, le ton, logiquement, on est censé vraiment avancer sans s'arrêter. C'est plus le moment de se poser des questions. Donc l'écriture commence et en parallèle, très souvent, le producteur commence à produire ses storyboards, l'animatique, tout en maintenant l'écriture. Donc les deux arrivent ensemble. Okay. Et en parallèle, on travaille aussi sur le développement des illustrations, enfin les posings des personnages, le casting, la musique, et ça sur l'ensemble des projets. Ça avance comme ça en étape décalé, et en décalé. Oui. Et du coup, juste pour finir sur ce volume de convention donc, que vous m'avez donné, quelle proportion générale va au bout et pour quelles raisons? Donc, qu'est-ce qui fait qu'un projet finalement n'arrive pas au bout? Je peux répondre très très vite sur OCS puisque du coup on est en train de démarrer des projets, donc là c'est très difficile de te dire. Oui, c'est une nouvelle logique maintenant vu que vous avez rejoint Canal. Peut-être de ton expérience avant d'être chez Canal, par exemple, comment c'était Bah du coup je vais laisser Morgane répondre puisque sur la création originale c'est elle qui est la mieux placée aujourd'hui du coup et ça n'a pas dû changer énormément. Donc. Non, je pense pas. Des quelques années que j'ai maintenant dans les pattes, c'est-à-dire 10 ans. En vrai, la question est pas tant de combien passe, qui s'arrête pas, et c'est pas une question de volume en fait. C'est vraiment une question, c'est que des cas particuliers. Ce qui est le plus important à retenir, c'est l'intention. Quand on signe une convention de développement, on n'est pas cynique. On se dit pas peut-être que ça va le faire ou pas. Okay. En fait, on mobilise notre énergie d'accompagnement qui est extrêmement importante dans la vie d'un projet. Le diffuseur est souvent vu comme le père fouettard avec son gros bâton qui tape sur les talents et les équipes artistiques avec ses contraintes. Et on imagine souvent cette relation comme étant une relation très verticale, alors qu'en réalité,
On est là pour donner de l'énergie, on est là pour donner du fuel, on est là pour donner beaucoup de bienveillance et de soutien moral, en fait, face aux talents qui en ont besoin, en réalité, parce que la création est quelque chose de vertigineux et de difficile. Finalement, au bout d'un moment, si tu veux, avec l'accumulation d'expérience, ce qui est en jeu, c'est pas tant ton savoir-faire technique en tant que diffuseur, c'est vraiment comment la relation se renouvelle à chaque fois avec des talents et comment, à chaque fois, et c'est ce qui est passionnant, se remet en jeu une espèce de partenariat humain. Et ce qui fait la réussite d'un projet, c'est la réussite d'une relation. Donc, forcément, quand on s'engage sur un développement, on a envie que ça marche. Et donc, l'idée est d'arriver à un taux de réussite qui est 100%. Oui, vous ne vous prenez pas des options en vous disant comme ça, je l'ai sous le coude et puis on verra plus tard. Quand vous partez, Jamais. vous partez dessus. Et aussi parce que ça nous prend beaucoup de temps et d'engagement, en fait. À partir du moment où tu accompagnes un projet, que tu lis X versions d'un scénario, que tu fais des notes écrites, que tu fais des retours à l'oral, que tu rentres encore une fois dans une relation qui n'est pas une relation désincarnée, en fait. On est quand même vraiment, avant tout, des êtres humains qui vont communiquer autour d'un projet. Donc, si tu veux... Et c'est pour ça que c'est toujours difficile d'arrêter un projet. Et pourquoi un projet s'arrête ? Parfois, tout simplement parce que quand on signe un développement, on signe pas une proposition finie. On signe quelques pages et puis parfois il y a des ornières conceptuelles, tu vois. Parfois il y a des séries qui se trouvent pas parce que tout simplement c'était pas la bonne idée ou que juste ça se trouve pas à l'écriture. Parfois, c'est plus douloureux comme on n'arrive pas à se rencontrer, tu vois. C'est la relation, Nous, nos enjeux de diffuseurs sont pas complètement traités pour des raisons parfois éditoriales, parfois pour des raisons, on va dire, de puissance, d'exécution, tu vois. On va trouver qu'une proposition est trop fragile et c'est là où parfois on peut rentrer en désaccord avec nos partenaires. Parfois, tout simplement, c'est nos partenaires qui décident d'arrêter parce qu'ils ont plus envie, qui sont fatigués et qu'il y a une forme d'ornière qui s'est créée à l'endroit du travail et parfois les projets se rebootent ailleurs, d'ailleurs chez nos concurrents et ont une belle carrière. Ça peut arriver de leur côté aussi du coup. Ça peut arriver de leur côté aussi. Okay. Tout simplement parce que nous on va imprimer un travail, une contrainte qui au bout d'un moment va fatiguer si tu veux les auteurs et qui à un moment vont avoir envie d'arrêter puis parfois ils vont, tu vois, l'envie d'un autre diffuseur, l'accompagnement d'un autre diffuseur va faire que le projet va exister. En fait c'est le jeu. Mais je dis tout ça parce que je pense que c'est important de garder en tête qu'on est avant tout aussi dans des enjeux humains et que on n'est pas dans un travail désincarné. On fait des notes, on fait des réunions, mais on est aussi vraiment quand même dans une logique de partenariat. Donc il faut qu'on y arrive ensemble. Quand on lance un développement, on a envie d'y arriver ensemble. Oui, vous raisonnez pas en stat ou en volume vis-à-vis du volume pas de projet. du tout. Et du coup, on se dit pas, je signe et puis je verrai plus tard si ça le fait ou si ça le fait pas. C'est aussi pour ça qu'on signe pas des projets qui ont des ADN de fiction trop proches ou trop communs. En général, quand on décide de raconter une histoire ou d'avoir, par exemple, une série sur la politique française comme Baron Noir, c'est plus compliqué d'en faire une autre. Quand on signe une série sur l'espionnage avec Éric Rochant, c'est plus compliqué d'en faire une autre avec quelqu'un d'autre, en fait. Et toi, Nathalie, sur le volume de projet, en général, quand tu pars dessus, quand ils partent en prod, ils vont au bout? Ou est-ce que tu as ce même fonctionnement projet par projet, tu raisonnes pas trop en stats? Jamais en stats. Et quand on va sur une convention, c'est pour aller au bout, tout le temps. Ok. Et je rejoins aussi ce que disait Morgane, c'est une aventure humaine. On travaille en commun pour aboutir à un objectif censé être le même. Et c'est comme ça qu'on envisage le travail, en fait, vraiment avec beaucoup de respect du travail des auteurs et du producteur. Une des problématiques des diffuseurs, on en a parlé aussi avec TF1, c'est comment vos impératifs d'audience, donc par exemple les abonnés, par exemple les vues, par exemple la complétion, je ne sais pas, interviennent ou non dans vos développements artistiques. C'est-à-dire, est-ce que ça intervient, à quel endroit, à quel moment? Morgane Perrollier, pour la création originale. Je peux répondre rapidement sur Canal. On ne fonctionne pas comme TF1 puisqu'on est une chaîne à péage, donc qui fonctionne avant tout par l'abonnement. Et si tu veux, la relation de cause à effet entre le succès d'un programme et les abonnements est difficile à mesurer, elle est forcément multifactorielle. Donc, on n'est pas tenu complètement par ça. Après, on a des items d'évaluation de la performance des programmes et il y a plusieurs outils data. Donc, il y a la mesure d'audience traditionnelle de médiamétrie qui est l'étalon du marché. On a des outils internes qui nous aident à mesurer la data autrement, les consommations, on va dire, des programmes sur notre plateforme. Et par ailleurs, on a des études qualitatives sur les séries qu'on fait sur la base d'un panel, pré- ou post-diffusion, ça dépend des cas. Et donc, fort de tous ces éléments, si tu veux, ça peut nous amener à prendre des décisions, effectivement, qui vont être de continuer ou pas une série, aussi en relation avec les investissements financiers que représente ce programme. Fort heureusement, chez Canal+, c'est une chance de notre modèle éditorial. On est dans une logique de distinction. Donc, certains programmes doivent être performants, donc doivent atteindre un certain niveau d'audience. D'autres ont plus vocation à faire de l'image. Donc, la question, c'est comment on joue avec ces enjeux, en fait, qui sont des enjeux
à la fois de résultats et en même temps des enjeux de rayonnement de notre marque. Il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus sur un certain volume ou un certain ratio de performance à atteindre. Voilà. Selon le type de série, selon le type de talent, selon le type d'investissement, selon aussi parfois les propositions de saison 2 ou de saison 3. Parfois, on sait qu'on est fragile sur une saison 1, mais on a quand même envie de continuer parce qu'on sait qu'on a un peu essuyé les plâtres, mais qu'en fait, on va monter. Parfois, inventer une grammaire, trouver une série, ça prend du temps et ça demande de l'ouvrage, en fait. On est dans un artisanat, véritablement. C'est aussi parfois un risque qu'on a envie de prendre et qu'on est très prêt à prendre, d'ailleurs. Parce que le sens de notre métier, c'est quand même la récurrence. La série, c'est la récurrence. Même si le marché tend de plus en plus à la mini-série, nous, ce qui fait notre distinction, en tout cas la création originale, c'est d'avoir des grandes marques récurrentes. Engrenage a fait 8 saisons. Le Bureau des légendes, 5 saisons. Vous n'êtes pas dans la lignée des mini-séries actuellement, vous, à la création originale? On peut faire de la mini-série, mais et c'est une manière aussi de faire autre chose, la mini-série. C'est une manière de travailler avec des cinéastes de premier plan, d'amener du casting de cinéma, de créer des grands événements, d'avoir des séries très distinctives aussi pour nous, et puis on est la chaîne du cinéma en France, hein. Mais en vrai, les séries télé, c'est la récurrence, c'est ça le cœur de notre métier. Nathalie Lefray, au sujet de l'animation jeunesse. Nous sommes le 3e genre le plus consommé après le cinéma et les séries sur notre plateforme. Okay. Et c'est une performance que l'on souhaite évidemment au minima maintenir. Donc il y a quand même effectivement un choix qui se fait, mais toujours effectivement dans cette nuance de que veut-on pour notre ligne éditoriale. Donc on peut être amené à choisir des licences fortes, mais de toute façon, si on va sur une licence forte, on essaiera de la twister pour qu'elle nous ressemble. Et puis, dans ces investissements, on va aussi sur des projets plus exigeants qui sont portés par des créateurs qui viennent nourrir plus spécifiquement la différence de notre ligne. Et pas forcément basé sur une licence rassurante ou sur une grosse BD ou etc. dans ce cas-là. Ça peut arriver, mais si on le fait, on va essayer de l'aborder soit parce qu'elle nous ressemble, elle est vraiment différenciante, soit parce qu'on a envie de l'aborder autrement. Après, effectivement, aller sur des saisons supplémentaires, je pense qu'à présent, c'est corrélé à est-ce que la série a trouvé son public ou pas. Et à la complétion en particulier ou au nombre de personnes qui l'ont regardé, je veux dire, ou les deux, je sais pas. Oui, est-ce que y a un public suffisant qui est là pour regarder ce projet ? Ok, tout simplement, très bien. Et enfin, Dominique, sur OCS. La spécificité d'OCS fait que on est beaucoup moins sur les chiffres. D'ailleurs, moi, j'ai pas de mesure d'audience précise. C'est intéressant de le dire, ouais. ok. Par contre, ce à quoi on est très attentif, c'est quand même en fait les rangs de consommation. C'est-à-dire que quand on a nos listings de ce qui a été le plus regardé, etc., là, on voit où se place une série. L'enjeu pour nous, c'est plus est-ce que la série a été remarquée ? Est-ce que l'auteur ou le réalisateur sont des gens qu'ensuite, moi, je vais pointer vers la direction originale et la création originale, la direction originale. Direction originale de la création originale. Plus qu'originale. Voilà. Est-ce qu'en fait, ça a fait le job ? Ok, toi, le but, c'est la capacité à faire émerger les auteurs. Voilà, de faire émerger des auteurs et d'être remarqué sur cette petite chaîne, en fait. Ok. Quels sont les enseignements que vous avez tirés vis-à-vis du scénario de cette expérience chez le diffuseur ? Parce que c'est quand même un lieu assez privilégié, assez rare que de bosser là où les projets existent. Il y a beaucoup d'auteurs qui bossent sur des projets qui n'existent jamais, des producteurs pareils. Vous êtes là où ils finissent effectivement par exister. Quelles sont les leçons de scénario que vous avez tirées ? C'est avant tout l'humilité face au talent. C'est ce que je me dis à chaque fois. Très respectueuse de ce travail qui est encore, je pense, sous-valorisé dans l'industrie qui est le travail du scénariste, qui est un travail éminemment difficile, d'une grande solitude, même si la série convoque le collectif. Effectivement, on est un peu dans une chaîne alimentaire sur la vie d'un projet. On est tout en haut quelque part. Et c'est une grande chance. Mais du coup, ce que ça t'invite à faire au quotidien, je pense, c'est de compenser la verticalité de cette relation par une humilité et une bienveillance systématique à l'endroit de la création, puisque c'est la valeur la plus importante à défendre. Nous, on n'est rien sans les gens qui, à un moment, écrivent ces scénarios, et après, sans les producteurs qui aident à faire en sorte que ça devienne des séries, ou des dessins animés, ou des films. Évidemment, le scénario, c'est une étape transitoire. Le plus important, c'est ce que ça devient. C'est les gens qui vont l'incarner, c'est les réalisateurs, les réalisatrices qui vont les mettre à l'image. Il y a sans doute un peu des erreurs possibles tout le temps et partout. Et l'idée, c'est de se dire qu'à notre endroit de diffuseur, je pense aussi qu'on est parfois un peu un phare, et c'est ce rôle-là qu'on doit garder. Donc, le travail nous renvoie à la direction littéraire, à lire, relire plein de fois, faire des notes. Mais c'est important pour nous aussi de rester macro, c'est-à-dire d'impulser une énergie qui est celle de l'éditorial, de nos contraintes chez Canal, notre envie, surtout aussi, avant tout, qu'est-ce qu'on veut défendre ?
quelle liberté on donne et quelles contraintes on imprime dans ce bon équilibre-là, mais donc défendre les talents avant tout, quoi. De pas se dire, vu que j'ai fait plein de projets, je sais comment ça fonctionne, quoi. Ce serait ça pour toi le risque chez le diffuseur Je pense qu'on a une accumulation d'expérience et une technicité, si tu veux, comme on travaille sur 10-15 projets par an pendant, moi maintenant ça fait 10 ans, à force de faire. Et honnêtement, quand je suis arrivée dans cette équipe, je savais pas faire du tout. J'ai appris en faisant beaucoup. On parlait des formations qu'on a pu suivre. J'ai commencé en faisant des fiches de lecture, mais c'est se remettre à l'ouvrage, c'est pratiquer, qui fait qu'au bout d'un moment, ton œil technique s'aiguise. Et il a jamais vraiment fini de s'aiguiser d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est marrant de continuer à travailler sur plein de projets différents. Alors moi, pour avoir été des deux côtés, du coup, à la fois côté prod, côté diffuseur, ça donne un regard sur d'abord l'importance du travail de chacun. Je pense que la plus grande qualité d'un diffuseur, c'est de connaître son édito, de le connaître bien, de savoir à qui il a besoin de s'adresser et en même temps de garder quelques chakras ouverts sur des possibilités auxquelles il ne s'attendait pas. Y compris chez nous, en fait. Y compris chez nous qui cherchons des choses distinctives. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais de règles. Tout à l'heure, je disais la chronique, non, etc. Mais en fait, quelquefois si, en fait. Parce qu'il va y avoir un truc très particulier qui va jaillir. Là où je rejoins Morgane, c'est vraiment un travail côté diffuseur d'accompagnement. Et clairement de créer un lieu où tous ensemble on va aller quelque part et on va essayer de faire en sorte que oui, les projets aboutissent en fait. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est tellement difficile et notamment en ce moment, c'est tellement difficile de créer une série pour un auteur, d'écrire tous ces épisodes, etc. Pour un producteur aussi, de la porter, de l'assumer financièrement, etc. C'est fragile un producteur. Il partage le risque avec un diffuseur et un producteur n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'assises financières. Donc, quand chacun est vraiment à sa place et qu'on est tous dans quelque chose qui est assez vertueux du point de vue du travail ensemble, ce que tu disais, Nathalie, tout à l'heure, je pense que c'est ce qu'on cherche tous, c'est à créer ça. Et en fait, Nathalie, la principale leçon que tu as tirée de cette expérience chez le diffuseur vis-à-vis du scénario, du développement ? Un profond respect pour les talents. Et aussi, puisque vous êtes là, donc où tous les projets arrivent, tu parlais d'entonnoir des projets qui arrivent, est-ce que vous voyez aujourd'hui des tendances qui se dégagent ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets, on parle souvent de signaux faibles, qui parlent de tel sujet, ou qui sont dans telle arène, ou qui sont dans tel genre, ou tel registre. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent, des projets que vous recevez actuellement ? Concernant les programmes jeunesse, il y a effectivement des tendances qui peuvent se dégager, mais qui sont très générationnelles finalement, et puis aussi sociétales. Mais de toute façon, comme je l'évoquais tout à l'heure, si on les aborde, on va les aborder avec un petit pas de côté. Donc ça va être l'écologie, ça va être le harcèlement, ça va être les dangers des réseaux sociaux. On n'ira pas de manière frontale. De toute façon, on le fait à hauteur d'enfant. On le fait avec un ton, un humour, une audace, quelque chose qui va faire en sorte que le sujet soit acceptable pour le public. Ça miroite un peu les sujets d'actualité, alors tu trouves aussi... Oui, bien sûr. Ça peut être soit parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'air du temps. Par exemple, c'est quoi un couple aujourd'hui ? C'est quoi l'amour ? Tous ces sujets qui traversent la société, évidemment, on les retrouve dans les projets. Il peut y avoir aussi des choses, comme on est dans une période un peu plus incertaine et un peu plus difficile. Il y a beaucoup de producteurs sur le marché, donc beaucoup de projets et pas tant que ça de guichets pour les accueillir. Du coup, il y a aussi un biais qui est de vouloir répondre absolument à ce qu'ils ont entendu, compris d'une ligne éditoriale, en fait. Et là, il peut y avoir pas mal de projets qui se ressemblent, qui sont un peu tous les mêmes, dont on sent... C'est un peu fort de dire une forme d'artificialité, mais en tout cas, de se dire... Calibré, en tout cas, calibré pour vous. Un truc qui est un peu... Bon, j'ai déjà lu ça, en fait. Ils se renseignent sur ce que vous faites, ils vous envoient quelque chose qui ressemble en se disant... Ou aussi, ils essayent de faire en sorte que ça pourrait cadrer avec plusieurs diffuseurs, éventuellement, en changeant 2-3 petits trucs au passage, etc. Et ça, c'est toujours un peu... Okay. Mais c'est compliqué, parce qu'en même temps, c'est normal. Ça coûte cher de pré-développer un projet pour un producteur avant de l'envoyer au diffuseur. Enfin, pas un projet, mais après, en les multipliant, on ne sait pas combien de projets on va devoir pré-développer pour en vendre un. On l'envoie à Canal, mais peut-être ça pourrait marcher en même temps pour Apple et pour machin et pour truc. On verra un tel si jamais un tel n'en veut pas. Ouais, voilà, c'est un petit truc comme ça. En fait. Et tu le ressens à la lecture, en tout cas, c'est important de le dire. Ça se ressent à la lecture. Ça, oui. Par exemple, un polar où on se dit que le polar pourrait aller partout, je sais pas. Alors moi, je prends pas de polar précisément un peu pour cette raison-là, clairement, parce que de toute façon, le polar pourrait aller partout, effectivement. Moi, j'ai l'impression que la multiplication des guichets, justement, et quand même, il y en a plus qu'avant, par rapport à quand j'ai commencé. En tout cas, l'arrivée des plateformes, Netflix, Disney, Max, Apple, fait que oui, on reçoit des projets qui peuvent avoir vocation à exister sur le marché de la pay-TV, qui sont des projets
un peu plus standardisé. Et l'autre biais qu'on peut constater nous aussi du côté de la création originale, c'est qu'on nous envoie pas mal de projets qui ressemblent déjà à des choses qu'on a faites, parce que les gens se disent que c'est ce qu'on cherche et sont pas forcément dans notre logique qui est surtout pas faire des choses qu'on a déjà faites et plutôt réfléchir par le mélange des genres, réfléchir par un angle justement complètement différent pour se renouveler et ne pas alimenter du coup une fiction de case mais plutôt une fiction événementielle. C'est aussi pour ça qu'on refuse pas mal de choses et qu'on raisonne quand même aussi pas mal du coup en termes de talent et en termes de vision du monde. Comme OCS a une image de chaîne où on fait des choses plutôt légères, avec pas mal de comédie, sur des trucs qui peuvent être un peu high concept, un peu audacieux, etc., on peut recevoir beaucoup de choses qui ont un côté fun, mais qui manquent de fond, par exemple. Il pourrait, pourquoi pas en fait, il pourrait y avoir un pourquoi pas, mais juste le truc, il est creux en fait. C'est pas parce qu'on fait des trucs fun ou avec une envie de faire un pitch qui se remarque que on veut pas du fond en même temps. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter là. Ouais. Ok. Comment vous avez vu l'industrie évoluer au fil de votre carrière ? Vous avez toutes pas mal d'expérience. Et comment ça a fait évoluer votre travail en développement ou sur les textes ? Dominique Jubin, Ciné Plus OCS. Ça fait à peu près 30 ans que je fais de la fiction, donc j'ai eu le temps de voir passer des choses, mais en mode positif, l'émergence de scénaristes professionnels. Je dis pas qu'il n'y avait pas des scénaristes professionnels avant, il y en avait, ne nous méprenons pas, mais sur de la série, vraiment l'émergence d'un grand nombre de scénaristes qui savent utiliser les outils dramaturgiques, qui sont formés, et merci à la Cité des scénaristes au passage, parce que on a vu la naissance quand même à la fois d'écoles de scénario, c'est-à-dire que moi, la Fémis, quand j'y étais, je ne peux pas dire que le scénario était réellement enseigné. Là, maintenant, il y a une technicité du scénario qui est enseignée, et avec la série, encore plus. Et ce sont souvent les personnes qui sortent de la dimension en plus scénario de la Fémis qui finissent réalisateur-réalisatrice à Cannes. Ça arrive assez régulièrement. Tout ce qui va être Farjad du Chrono et compagnie, on fait la section scénario à la base. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est même devenu artistiquement encore plus fort. Là, je prends pas des cas avec les c'est séries. encore une autre. Vous êtes professionnalisé, toi, c'est le sentiment que tu as, c'est que le scénario s'est beaucoup professionnalisé. Vachement. Il y a beaucoup plus de scénaristes aussi. Alors, il y a encore des petits trous dans la raquette en mode quand on sort d'une école et qu'on est vraiment bien formé, effectivement, et donc c'est toute la vocation de la Cité, c'est comment ensuite on se professionnalise par l'expérience, en fait. Il y a encore un endroit là qui est un peu fragile. Le mentorat d'insertion. Voilà, exactement. C'était très nécessaire, ça a pris du temps, mais ça, c'est vraiment une chose qui est très bien, quoi. Morgane Perrolier, pour la création originale. En positif aussi sur l'arrivée des plateformes, mais je pense en particulier à Netflix, a quand même créé une certaine ligne éditoriale qui n'existait pas complètement avant en France, ou qui était en tout cas un peu sous le radar, à l'endroit de séries plus jeunes adultes, assez efficaces en termes de dramaturgie, qui pourraient ressembler davantage par exemple à Validé chez nous, qui est une série que j'ai accompagnée, et donc aussi à une nouvelle garde quand même de scénaristes plus jeunes, je mets des guillemets à jeunes parce que voilà, des gens entre 25 et 40 ans. Si je devais le résumer de manière plus macro, j'ai le sentiment qu'en fait il y a une plus grande agilité dans cette industrie qu'au moment où j'ai commencé, où j'avais l'impression que l'industrie était quand même très drivée par des scénaristes assez seniors de la génération du SAS, des grandes figures qu'on connaît encore aujourd'hui, avec qui on travaille, ou plus d'ailleurs, mais avec qui on pourrait travailler. Enfin, je pense à Marine Francoux, Anne Landois, Fanny Herrero. Bref, je pourrais en citer plein. Je cite des femmes, en l'occurrence, il y a évidemment aussi des hommes. Et en même temps, aujourd'hui, des gens qui ont plus mon âge, en l'occurrence j'ai 40 ans, mais la génération d'après, en fait, a vraiment trouvé sa place. Et a trouvé une place très légitime, en fait. Il y a plein de séries aujourd'hui qui sont portées par des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui délivrent. Je sais pas si c'était vraiment comme ça quand j'ai commencé, ou en tout cas, j'en ai pas vraiment le souvenir. Je trouve que c'est assez chouette. Il y a aussi une plus grande agilité à l'endroit de qui peut faire quoi. Aujourd'hui, on peut travailler avec des auteurs français, mais traduire les scénarios en anglais, imaginer faire des séries internationales. Enfin, en tout cas, nous, chez Canal+, le groupe Canal nous offre cette possibilité de travailler aussi sur des projets en langue anglaise, de faire des copros avec d'autres diffuseurs, nos équivalents sur le marché européen. Enfin voilà, avec Studio Canal, qui est prêt aussi à assumer de financer des projets que la création originale développe. Donc je trouve que c'est assez chouette de se dire une série de créaos écrite dans nos bureaux en France peut devenir une série internationale qui sera diffusée, j'en sais rien, sur Sky UK et qui sera vendue dans X pays. Il y a moins de cloisons, je trouve. Il y a moins de... le système est moins figé. Plus d'opportunités aussi, d'une certaine façon. Oui, j'ai cette impression-là. Nathalie Lefray, au sujet de l'animation jeunesse. Je suis assez d'accord aussi sur la professionnalisation du métier de scénariste. Il y a aussi ces passerelles avec les écoles parce que le marché de l'animation est extrêmement prolifique, beaucoup de talents et beaucoup d'écoles très performantes en France.
Et ces passerelles qui peuvent se créer entre les écoles de scénaristes et ces écoles d'animation, c'est hyper intéressant aussi parce que souvent, dans les écoles de réalisation ou d'animation, il n'y a pas cette approche du scénario. Donc assembler les auteurs graphiques et les auteurs de scénario. Je trouve ça idéal et ça commence juste en fait. Et c'est super d'observer ça. Je veux juste terminer sur la question de l'IA. Est-ce que vous ambitionnez de l'utiliser soit dans la sélection, soit dans le développement des projets d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous surveillez de loin ou pas? Est-ce que vous êtes contre, pour, etc. Dominique Jubin, Ciné Plus OCS. Me concernant, je ne l'utilise pas dans le cadre de mon travail. À un moment donné, on nous avait demandé de tester une IA ici, mais c'était il y a 2 ans à peu près. C'était assez rigolo parce qu'on lui a essayé de lui faire des fiches de lecture. C'était vraiment très rigolo, le résultat. On y est, voilà. On n'y est pas du tout. Non, et même des résumés, même sans parler de fiches de lecture. Je parle juste de résumés. C'était pas bon. Ça a dû beaucoup évoluer entre temps, etc. Ça va très très vite. Autant je m'en sers beaucoup chez moi à la maison dans la gestion du quotidien, autant dans le travail. Alors que ce soit comme outil d'analyse, que ce soit comme outil de résumé ou que ce soit comme outil de créativité. Alors là encore moins, j'ai envie de dire non, pas du tout. Faut rester attentif et regarder, mais c'est pas à l'ordre du jour en tout cas. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que, de ce que je comprends de l'IA, c'est quand même des stats, une intelligence qui travaille à partir de ce qu'elle a et des stats qu'elle fait. Je l'exprime assez mal vu que je suis pas du tout scientifique, mais en gros voilà. Donc, qu'est-ce qui est création là-dedans? Je ne sais pas. À part si sur de l'image. Allez, je m'en suis servi à un moment donné pour faire comme tous les producteurs quand ils envoient une bible, ils font de la création graphique à base des IA. Voilà, c'est à peu près tout. Ne tirez pas sur des textes ou sur du développement de scénarios ou de choses avec ça. Ah non, mais c'est contre-productif. On perd juste du temps en fait. Morgane Perrollier pour la création originale. Alors je dirais qu'il y a avant tout un enjeu de confidentialité, puisque quand tu donnes des scénarios en l'occurrence, ou même de la matière confidentielle aujourd'hui à ChatGPT, nous on peut pas le faire en fait, tout simplement, donc je ne le pratique pas parce que je n'ai pas le droit de le faire. Après des IA qui bossent en local, il y a des IA qui justement sont pensées pour. Je crois que Canal Plus a développé une IA in-house. Je n'ai pas encore assisté à la formation. Je vais le faire très vite. Et je ne sais pas quelles seront les possibilités versus les données confidentielles qu'on pourrait être amené à lui donner. Donc pour l'instant, moi, je ne l'utilise pas parce que tout simplement, ce n'est pas possible. Je peux éventuellement l'utiliser sur des choses très simples qui n'impliquent aucune donnée confidentielle. Par exemple, pour traduire certains emails en anglais, puisque je travaille beaucoup en anglais, mais mon anglais n'est pas un anglais natif, malheureusement. Donc parfois, pour avoir des expressions un peu idiomatiques, je demande à ChatGPT. En gros, c'est périphérique. Voilà, donc c'est assez périphérique. J'espère qu'on aura des outils qui pourront nous permettre, en tout cas, de pas passer à côté de ce que ça peut nous apporter. Moi, l'ayant très peu utilisé dans mon travail pour l'instant, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, je suis encore un peu loin de ces outils. Je sais que certaines formations existent sur le marché. J'aimerais bien d'ailleurs participer. Je connais insuffisamment les différences entre les différents types d'IA pour savoir en quoi, dans mon travail de développement, ça pourrait m'aider. Peut-être que ce sera le cas un jour, j'espère, mais pour l'instant, je ne fais qu'avec moi-même. Nathalie Lefray, au sujet de l'animation jeunesse. Eh bien, de la même manière, moi aussi, je vais quand même m'intéresser de près à cette explosion qui est en train d'avoir lieu, tout de même. Ne serait-ce que pour me tenir informée. Je l'utilise de manière fonctionnelle et personnelle aussi, et effectivement aussi pour l'anglais. Après, je pense que j'ai déjà dû lire des projets écrits par une IA, et franchement, aujourd'hui, on voit quand même bien la différence. On n'a pas envie de ça. Des projets qui sont soumis pour le coup par les auteurs. Ouais, enfin j'ai vu des choses passer et je me dis ça c'est pas possible quoi. C'est extrêmement référencé, structuré d'une manière ultra mécanique. Il y a pas l'organique, il y a pas la sensibilité et quand nous on se sert de ça pour jauger un projet, on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque. Vous le sentez, ouais. Alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais je me suis dit, il y a quand même un truc bizarre derrière. Vous avez déjà reçu aussi, Morgane, Dominique, des projets, vous avez le sentiment qu'ils étaient écrits ou coécrits par IA? Non, pas du côté de l'écriture, du côté effectivement de l'icono, oui. Et en fait, maintenant, on les reconnaît tout de suite, les iconos qui sortent des IA. Tout de suite. Les moodboards, les graphiques, les choses. Ah ouais. Moi, j'ai fait du fact-checking avec des IA. Ça, c'était pas inintéressant. C'est-à-dire que sur un projet que j'avais, etc., qui était en relation avec des événements réels, comme je ne savais plus ce qui était inventé ou pas par les auteurs, je prenais tel événement et je demandais à une IA, est-ce que ça s'est passé, etc. Et en fait, j'ai été confrontée à une hallucination, ce qui est assez rigolo, en fait. Donc il faut vérifier la vérification, quoi. Ah bah ouais, et je me suis battue avec l'IA en lui disant... Donc après, moi, j'allais sur Google, je ne trouvais pas les mêmes résultats. Donc je lui disais, non, mais en fait, va voir. Et en fait, elle me tenait tête. Sur du caractère. Je me suis, voilà. Ouais, très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Canal Plus et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Dominique, Nathalie et Morgane pour leur participation. Merci au groupe Canal Plus pour l'accueil de l'enregistrement. Merci à Louise Barnatan et Delphine Huchet pour leur précieuse aide dans l'organisation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute.
Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.